Sa Majesté Hassan II a quitté son palais de Rabat pour venir inaugurer cette mosquée très célèbre qui a été embellie et agrandie sur son ordre. Malheureusement, les non-musulmans n'ont pas le droit d'y entrer. Nous voici donc obligés d'attendre à l'extérieur pendant près d'une heure, pendant que le souverain, en prière, doit repenser à son père, Sa Majesté Mohamed V, auprès duquel il avait vécu les heures exaltantes des premiers moments de l'indépendance, il y a déjà 15 ans. La création des forces armées royales, dont il fut le premier chef d'état-major et donc l'organisateur. L'intégration de l'armée de libération dans les forces armées régulières. Puis ce fut la disparition prématurée du roi Mohamed V, dont les obsèques à Rabat furent célébrés dans la douleur générale. Et à 30 ans, le jeune souverain se trouva alors à la tête d'un pays aussi grand que la France, peuplé de 12 millions d'habitants. Les années ont passé et j'ai retrouvé le Maroc. Ce pays où j'ai beaucoup vécu, ce pays que j'aime, ce pays que je viens de parcourir en tous sens, pour faire le point du présent et pour sentir à travers le présent ce qu'il sera demain. Je vais essayer tout simplement de vous montrer et de vous raconter ce que j'ai vu.
Ça me fait plaisir de retrouver ce Maroc et de vous retrouver, madame. Vous qui avez eu un poste, je crois, très important à Berne, je crois que votre mari est ambassadeur là-bas. Vous avez été la plus jeune ambassadrice du Maroc. Peut-être pas la plus jeune ambassadrice du Maroc, ce serait beaucoup dire, mais en tout cas une des plus jeunes à l'étranger. Le costume que nous portons n'est pas simplement une fantaisie, mais il représente aussi la volonté de notre génération. La volonté de participer à la vie moderne. La femme marocaine, je crois, risque peut-être dans son émancipation d'abandonner les traditions anciennes. C'est pas un danger? Non, sûrement pas, parce que ce qu'elle essaye de conserver le plus dans son modernisme, ce à quoi elle tient le plus, c'est sa tradition. En somme, tout à l'heure, vous parliez avec Shafika de pantalons. Ce que je peux dire, c'est que si nous portons les pantalons, nous ne tenons pas du tout à porter la culotte. Madame, vous êtes, je crois, la première femme marocaine à avoir une profession industrielle, commerciale, des ateliers. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Tout, absolument. Vous interprétez, je crois, des modèles traditionnels anciens que vous transformez, vous en faites une sorte de mode nouvelle, un nouveau Maroc en robe. Oui, j'ai absolument voulu lancer dans le monde entier le caftan marocain, que je trouve un vêtement extraordinaire pour les femmes. Il embellit toutes les femmes d'ailleurs, et elles les portent comme robe du soir et en vêtements d'intérieur. Les caftans sont faits dans divers matériaux, de très beau lainage, des cachemires, des brocarts, des soieries et même des jerseys de soie ou des jerseys synthétiques. Les fils sont préparés par les femmes et les caftans sont ensuite brodés par les hommes, ce qui est très amusant d'ailleurs parce que personne ne pense que les hommes peuvent s'adonner à ce travail si fin et si délicat. Au Maroc, ce ne sont que les hommes qui brodent les caftans.
Et monsieur Attallah, ces œuvres que nous voyons ici dans cette exposition, c'est une variété extraordinaire de peintures, ce sont des compositions des élèves de l'école? Oui, différentes classes, sont les classes de peinture, classes de décoration, toujours les classes terminales. Ce sont des élèves qui travaillent librement, mais qui traitent sur un sujet, d'après des bijoux berbères, d'après des plafonds, la géométrie arabe. Alors, ils s'inspirent, ils travaillent librement, une création. Pouvez-vous me dire maintenant quelle est l'idée qui préside à ces œuvres qui reposent sur des volumes? Bon, l'idée c'est à partir des formes très simples géométriques, c'est-à-dire le carreau, le triangle, le cylindre. On reconnaît un graphisme qui rappelle l'écriture arabe. Oui, l'écriture. C'est bien la source d'inspiration? Oui, c'est la source d'inspiration. Ils ont fait des constructions abstraites, des constructions modernes. Farid, ça m'a fait bien plaisir de vous retrouver ici. Merci. Et je vous ai laissé artiste individuel à Marrakech et maintenant vous êtes directeur de l'école des Beaux-Arts à Casablanca. Je reste toujours artiste. Farid, vous avez, je crois, fait récemment une expérience passionnante avec une exposition dans la rue. Oui. Avec les professeurs de l'école des Beaux-Arts, moi-même, nous avons décidé de faire une exposition sur la plage Jamalfna à Marrakech, qui a été une expérience absolument extraordinaire. Ça a dépassé tout ce qu'on pouvait prévoir. Vous avez eu une assistance énorme. considérable? Et puis surtout un public qui ne pouvait en aucun cas être touché par les expositions qu'on fait habituellement dans les galeries. En définitive, l'homme de la rue a une vision beaucoup plus juste, beaucoup plus vraie, beaucoup plus pure que l'intellectuel. Et là, par exemple, la diversité des matières, cette diversité, ce sont des laitons, les matières. Oui, non, ça c'est du cuivre rouge. Il y a simplement des parties qui sont oxydées, d'autres parties qui sont nettoyées avec des produits spéciaux, c'est tout. Et l'introduction des clous a-t-elle une valeur symbolique ou pas? La valeur symbolique, non, mais sur un plan visuel, ça participe. Suivant que la lumière vient de haut, de bas ou rasante, les clous projettent leur ombre. La chose la plus importante pour moi en définitive, c'est de donner la possibilité aux spectateurs de pouvoir réinventer, de pouvoir rêver.
يستاجى يغلب المريض نمرد ودي غزة تقار صدوري يا نور بحضر الإسيا وبريد لأن صاحب الجلالة نصره الله وضع الدكتور وطلب منكم توصل كلها على الدكتور، لأن الدكتور هو الدكتور صاحب الجلالة نصره الله قبل كل شيء.
La production, l'usine d'Afourère et Binelwidan, le complexe, fournit à peu près 2 tiers de l'usine de Binelwidan et d'Afourère, fournit à peu près 2 tiers de courant qui alimente le Maroc. Afourère fait une production annuelle d'environ un demi-milliard de kilowattheures. Il fait environ aussi 2 millions de kilowatts en 24 heures, et en heure il fait 86 000 kilowatts. Excellence, vous êtes responsable de la ville de Meknès, vous êtes un des jeunes pachas, pacha Nouvelle Vague. Je crois que vous êtes attaché à cette ville par de très vieilles attaches. Votre famille était déjà de Meknès au XVIIe siècle. Je suis né dans cette maison, effectivement, où ma famille vit depuis 300 ans, à peu près. Et depuis toujours, j'ai pensé que j'avais vis-à-vis de cette ville un devoir à remplir. Et aussi, je suis très ravi et très heureux d'avoir été désigné par Sa Majesté pour m'occuper des destinées de cette cité. Tout
toute cette ville de Meknès, Excellence, est vraiment imprégnée du souvenir de ce grand roi qu'était Moulay Ismaël. À son époque, il y a eu tellement de choses réalisées que la croyance populaire veut que ce souverain ait été aidé par les djinns et qu'il ait eu en sa possession une bague magique. Qu'étaient les djinns, Excellence? Les djinns, c'était des espèces d'hommes invisibles, de forces invisibles. Des génies? Des génies, enfin des diables, si on peut dire. Ce guerrier de très grande valeur était aussi d'un raffinement à nul autre pareil. Ce raffinement se manifeste dans ce palais que nous visitons actuellement, et où vous constatez la finesse des mosaïques, la grandeur de l'architecture et la perfection des sculptures. Ce palais, qui était en ruine, a attiré l'attention de Sa Majesté Hassan II, qui, comme vous le savez, tient absolument à sauvegarder le patrimoine national, et les générations actuelles doivent savoir que nous avions eu un passé et que ce passé se continue dans le présent et j'espère se perpétuera dans l'avenir. Il a la réputation d'avoir introduit au Maroc la première garde noire. C'est cela, oui. En plus de son armée qui était élevée dans les tribus marocaines, il avait une garde personnelle qui était une garde africaine noire. C'est une garde dont vous voyez encore les descendances et qui prend une part très active dans la construction du Maroc moderne. Et c'est ce qui fait que dans les faubourgs de Meknès, encore aujourd'hui, on note une assez importante dose de sang noir dans la population. Pas seulement dans les faubourgs, mais aussi, vous savez, dans les familles les plus aristocratiques. Il n'y a pas une famille aristocratique au Maroc qui n'ait pas du sang noir. D'ailleurs, il n'y a aucun racisme. Absolument pas. Il n'y a aucun racisme. Ça n'a jamais existé, ça n'existe pas.
Ah, j'ai l'impression que Sa Majesté s'apprête à quitter la mosquée. Le parasol royal est déployé. Le jeune prince Mohamed quitte la mosquée avec son précepteur. Il va regagner sa voiture. Glissons-nous maintenant dans le cortège royal. D'ailleurs, j'avais fini ou presque de vous raconter mon histoire.